Les Britanniques dans l'attente de l'annonce de la ou du successeur de Boris Johnson. Les résultats doivent tomber ce lundi. Les Chiliens rejettent massivement le projet de nouvelle constitution. Le texte entendait garantir davantage de droits sociaux dans un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine. Les autorités locales d'une ville dans la région de Kharkiv en Ukraine accusent les forces russes d'avoir fait usage de munitions au phosphore blanc, des armes interdites contre les populations civiles. Ce lundi s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris le procès de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Il y a un peu plus de 6 ans, 86 personnes perdaient la vie et 450 autres étaient blessées, fauchées par un camion fou sur la promenade des Anglais. L'attaque est à ce jour la seconde plus meurtrière de l'histoire française et a profondément marqué la ville de Nice. L'auteur des faits, Mohamed Laoueche Boulel, un Tunisien de 31 ans, sera le grand absent des débats. 8 de ses présumés complices comparaîtront en revanche devant la cour pour essayer de comprendre comment une telle attaque a été rendue possible. 865 personnes se sont constituées partie civile et le procès devrait durer jusqu'au 16 décembre. Un cœur surplombe le mémorial des victimes de l'attentat de Nice, au cours duquel 86 personnes ont trouvé la mort, dont une dizaine d'enfants. L'ouverture du procès ravive le souvenir de ces visages, de ces destins brisés et de ces familles anéanties par la perte d'un être cher. Bruno Razafitrimo a perdu son épouse lors de l'attaque. Depuis, il élève seul ses 2 enfants. S'il ne sait pas encore s'il va assister aux audiences, il tient à en parler à ses garçons. Ils s'intéressent et ce qu'il y a, c'est qu'ils n'oublient pas. Ils ont juste mis les choses de côté. Mais il suffit de leur parler du 14 juillet et ils revivent le moment. Donc, ils ont encore tout bien en mémoire. Adjer Ben Awissi a fondé l'association Une Voix des enfants. Le soir des attentats, elle et sa fille sont passées entre les roues du camion conduit par le terroriste. Si elles en sont sorties vivantes, sa fille conserve un traumatisme profond. Adjer espère que le procès contribuera à panser les plaies. Le peu que peut nous apporter ce procès, il faut qu'on le prenne. Parce que il est une étape dans ce chemin de la reconstruction qui est très compliqué parce qu'on est dans des vies hyper abîmées. Le fait que notre parole puisse se libérer au moment du procès, je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Le procès des attentats doit aussi permettre à la ville de Nice de surmonter ses divisions et de réconcilier les communautés. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu des tensions multiples. Tensions entre les communautés, tensions entre les enjeux que ça pouvait représenter. Je pense notamment à une communauté qui a été à la fois cible et victime, les musulmans. Musulmans à Nice qui sont beaucoup présents dans la ville, pas forcément au centre de la ville mais en périphérie. Il y a eu beaucoup de victimes musulmanes lors de cet épisode dramatique et en même temps on a beaucoup stigmatisé les musulmans avec le meurtrier. Et ce sujet est un sujet central dans la ville dont les conséquences ne sont pas encore résolues. 6 ans après les attentats, le passé ressurgit sur la promenade des Anglais avec l'ouverture d'un procès qui risque d'apporter peu de réponses aux familles des victimes. Mais il aidera la ville et ses habitants à aller de l'avant. Qui de Liz Truss ou Rishi Sunak sera le nouvel occupant du 10 Downing Street? Dans seulement quelques heures, les Britanniques auront le nom de leur nouveau Premier ministre. La course entre ces conservateurs se déroule depuis que Boris Johnson a annoncé sa démission début juillet. Avec une expérience plus aboutie, l'actuelle secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Liz Truss, est donnée favorite. Elle serait la 3e femme à occuper ce poste après Margaret Thatcher et Theresa May. Bien qu'elle se soit engagée à réduire les impôts, elle a aussi la réputation d'être inflexible et cela s'est vu dans les négociations avec Bruxelles. Son cadet Rishi Sunak a été ministre des Finances. Il a promis de lutter contre l'inflation tout en jugeant irréalistes les promesses de réduction d'impôts de son adversaire. Bien que sa courte carrière politique l'ait vite mené au sommet, il a été accusé d'avoir un rôle dans la chute de Boris Johnson et critiqué pour sa vie très luxueuse. Près de 200 000 membres du Parti conservateur ont voté vendredi dans un climat tendu face au prix exorbitant de l'énergie. Le vainqueur prendra ses fonctions dès mardi. À l'annonce des résultats, les partisans du non sont descendus dans les rues de Santiago et des principales villes du Chili.
Le projet de nouvelle constitution a été largement rejeté dans les urnes par près de 62% de la population lors d'un scrutin à vote obligatoire. Une victoire presque totale pour le camp conservateur. C'est un triomphe vraiment surprenant et cela signifie que le Chili est un pays qui rejette le communisme, le marxisme et la tentative du communisme de prendre le pouvoir. Je trouve ça très excitant parce que le Chili s'est réveillé, c'est ce dont nous avions besoin pour être unis, parce que le processus que nous vivions nous divisait. Un réveil du pays, ou plutôt d'une partie de la population plus à droite, notamment dans le nord et le sud du Chili. Pourtant, lors d'un premier référendum en 2020, près de 80% du corps électoral avaient au contraire voté en faveur de l'écriture d'un nouveau texte fondamental. Mais entre-temps, les propositions visant à protéger le droit à l'avortement et ceux des autochtones ont crispé les débats, passant sous silence d'autres propositions plus sociales, comme le droit à un logement décent, à l'éducation, à la santé ou à la retraite, dans un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine. Gabriel Boric, le président de gauche récemment élu, affirme néanmoins vouloir relancer sous peu un nouveau processus constitutionnel. Cette décision des Chiliens exige que nos institutions et nos acteurs politiques travaillent avec plus d'engagement, avec plus de dialogue, avec plus de respect et d'affection, jusqu'à ce que nous arrivions à une proposition qui nous engage tous, qui inspire confiance, qui nous unisse en tant que pays. Actuellement, le Chili est toujours régi par la Constitution rédigée durant le règne du dictateur Augusto Pinochet. Un de ses principaux héritiers politiques, le leader d'extrême droite Antonio Cast, qui était au second tour de l'élection présidentielle de 2021, a qualifié le résultat du vote de triomphe. L'armée ukrainienne accuse la Russie d'avoir à nouveau eu recours à des bombes au phosphore blanc. L'utilisation de ces armes contre les populations civiles est interdite par une convention internationale signée par les deux belligérants. Selon les autorités locales, ces bombes auraient notamment été larguées sur le village de Bezruki dans la région de Kharkiv où 16 maisons ont été détruites dimanche. Ces 3 derniers jours, les forces d'occupation se sont déchaînées. Elles ont tiré beaucoup d'obus sur des villes. Elles n'en avaient pas tiré autant depuis les premiers jours de la guerre. Ce qui impressionne, c'est que cette nuit, l'ennemi a utilisé des munitions au phosphore blanc sur des infrastructures civiles. Ces attaques n'ont fait aucune victime, la plupart des résidents ayant déjà fui. D'après l'Ukraine, la Russie a plusieurs fois utilisé ces armes pouvant provoquer des brûlures très graves. En mars dernier, le maire d'Irpin, près de Kiev, a dénoncé leur utilisation sur sa ville. Aucune enquête internationale n'a pour le moment confirmé ces accusations. La police canadienne lancée dans une chasse à l'homme contre 2 criminels ayant tué au moins 10 personnes dimanche. Les recherches qui s'étendent sur 3 provinces se concentrent surtout à Saskatchewan, dans le centre du pays où les attaques ont eu lieu. Les 2 suspects auraient agi à l'arme blanche et également blessé une quinzaine de personnes. Selon une représentante de la gendarmerie royale de Saskatchewan, il pourrait s'agir de la pire tuerie de l'histoire de la province. Nous pouvons confirmer le décès de 10 personnes. Nous enquêtons sur 13 scènes de crimes actives. Sur certaines de ces scènes, il n'y a peut-être pas de personnes mortes. Il pourrait y avoir des individus blessés, mais qui ne sont pas décédés. La priorité est de localiser les assaillants et de s'assurer que nous les avons en détention afin de pouvoir assurer la sécurité du public. La plupart des victimes se trouvaient dans la localité autochtone de James Smith Cree Nation. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a prié les habitants de rester chez eux et s'est dit horrifié par ces attaques. Toujours aussi adulé, Penélope Cruz a présenté ce dimanche au 5e jour de la Mostra de Venise son dernier film, L'Immensità, aux côtés du réalisateur italien Emanuele Crialese. Le film est l'un des 5 films italiens en lice pour le premier prix du festival, le fameux Lion d'Or. L'Immensità marque le retour très attendu de Crialese à la réalisation. J'ai joué tellement de mères et même quand j'étais très jeune, même avec Pedro Almodóvar. J'ai fait 7 films et dans 5 d'entre eux je suis une mère. Et il m'a toujours vue comme une mère. Et je pense que ce n'est pas une coïncidence. J'ai un instinct maternel très fort et je suis vraiment fascinée par ce qu'il se passe à l'intérieur de n'importe quelle famille. L'Immensità nous transporte dans la Rome des années 70. Penélope Cruz y incarne Clara, une mère confrontée au choix de sa fille Adriana, qui souhaite devenir un garçon. En filigrane, l'histoire intime
du réalisateur.